on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 3 mai, bien sûr, c'était la sortie des 3080 Ti. Mais bon, on y reviendra et vous verrez que, comme les autres sorties de cartes graphiques ces derniers temps, hein, c'est plutôt compliqué. Mais on ne va pas commencer par ça, on va commencer par deux futures missions financées par la NASA qui ont pour projet d'envoyer des sondes vers Vénus pour différents trucs plutôt, plutôt nouveaux, plutôt audacieux, mais avec un délai assez long, donc on a un peu de temps avant de voir que ça arrive. On enchaînera avec la partie jeux vidéo. Première news jeux vidéo, un bon plan, un jeu offert. Alors un jeu pas du tout récent, mais qui est gratuit. Enfin, si vous avez déjà un abonnement. Mais pour les gens qui ont cet abonnement, il est gratuit. Donc un jeu offert via Prime Gaming. Deuxième news jeux vidéo, on parlera du futur God of War et du prochain Gran Turismo. Avec des nouvelles qui, pour le coup, sont un peu tristes. En tout cas, surtout pour les possesseurs de consoles dernière génération. On continuera avec un petit détour sur un supercalculateur et des caractéristiques techniques qui sont pour le coup plutôt impressionnantes. Mais bon, vu l'utilisation qui va être faite de ce supercalculateur, il vaut mieux avoir beaucoup de puissance. C'est assez ambitieux comme projet. On aura un petit passage par une souris Glorious, donc des boss dans les souris légères, qui nous présentent une nouvelle référence de souris, toujours très légère, toujours très haut de gamme, et ce coup-ci sans fil, avec une plutôt très grosse autonomie, vu le poids de l'engin. On aura un petit passage vers le Chia, avec encore du matériel dédié au Chia, franchement. Cette crypto-monnaie fait bouger les choses dans le monde du matériel. Ici, on parlera d'un boîtier qui est du coup vraiment prévu et conçu pour derrière installer une config qui minera du Chia. Donc vous imaginez plein d'emplacements de disques dans ce boîtier. Très bon enchaînement derrière sur du support de stockage, du SSD, du futur avec un modèle qui sera PCI Express 5.0, donc on va aller chercher des débits jusqu'à maintenant. C'est du jamais vu forcément, et c'est plutôt impressionnant. Après, il y a un monde où on se demande qui a besoin de tel débit sur son stockage, à part certains professionnels. Sinon, pas grand monde, c'est sûr. On aura un petit passage par les processeurs avec Intel qui nous tisse sa future génération. On attend beaucoup de cette future génération, là où la 11e génération de processeurs Intel, notamment de processeurs de bureau, a beaucoup déçu. Les promesses sur la 12e sont énormes. Et on finira avec les cartes graphiques. D'abord, on parlera du FSR et AMD qui fait un petit pas en arrière sur le FSR, vous allez voir. C'est un peu dommage, mais pas vraiment étonnant. On continuera avec les rumeurs sur des futures, peut-être, cartes Nvidia mobile avec des refresh des versions 3070 et 3080 qu'ils appelleront probablement 3070 Super et 3080 Super. On n'en est pas encore là, mais il y a moyen que ça arrive un jour dans tous les cas, comme ça a été le cas pour les séries 16 et série 20. Et on finira sur les cartes qui font vraiment l'actu. On parlera un peu de 3070 Ti avec quelques benches, donc un premier aperçu des performances de ces 3070 Ti. Et pour le coup, c'est plutôt impressionnant, surtout au vu des tarifs recommandés de ces 3070 Ti, vu qu'on n'a pas encore les tarifs réels. Et on finira bien sûr avec les 3080 Ti qui, elles, sont sorties aujourd'hui avec une disponibilité quasi nulle, oui, et des prix
pour le coup très élevé, malheureusement. Donc assez triste. On finira bien sûr avec le traditionnel stock des cartes graphiques, histoire de pleurer des larmes de sang comme tous les jours. Mais on se lance avec des trucs qui font rêver un peu l'espace. La NASA qui a pour projet d'envoyer 2 missions vers Vénus d'ici 2030. Alors du coup un lancement de mission attendu entre 2028 et 2030. On a un peu de temps avant que ça arrive. 2 missions qui ont des objectifs bien différents. Vous imaginez, on va pas faire 2 missions qui ont le même objectif. Un budget plutôt impressionnant, hein, 3 millions, 3 millions pour chaque mission. Une première mission qui s'appellera DaVinci Plus pour, alors je le dirai qu'une fois, pour Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases chez Mystery and Imaging. On dira DaVinci Plus, ça c'est plus simple à dire. Du coup, le but de cette première mission est déjà d'envoyer une sonde jusqu'à Vénus. C'est déjà, déjà du boulot, hein, clairement, d'envoyer une sonde jusqu'à Vénus. C'est pas comme si c'était juste à côté. Déjà qu'envoyer quelque chose sur la Lune ou même sur Mars, c'est déjà très compliqué. Alors Vénus, vous imaginez bien, et puis ça prend plus de temps. Le but de cette première mission est, du coup, comme c'est dit dans le titre, savoir un peu les gaz présents dans l'atmosphère. Pour ça, ils enverront du coup un module qui traversera l'atmosphère et pourra voilà, analyser un peu ce qui s'y trouve. Et ils espèrent savoir si il y a eu ou non un océan un jour sur Vénus. Alors un océan pas forcément comme nous on a sur Terre, mais ça peut être un océan qui n'est pas forcément d'eau. Le but c'est d'avoir un peu plus de réponses là où pour l'instant Vénus qui est forcément plutôt très loin, on n'a que très peu d'informations. Le but est d'en apprendre un peu plus sur Vénus à l'heure actuelle et aussi l'histoire et le passé de Vénus. Donc potentiellement beaucoup de découvertes. On a du temps, c'est d'ici 2030. Deuxième mission, un peu différente, voire très différente. Ils l'ont appelée Veritas pour Venus Emissivity Radio Science INSAR Topography and Spectroscopy. Veritas, c'est bien. Veritas, lui, a pour objectif quelque chose de totalement différent. On est sur une mission pour cartographier et comprendre la géologie de Vénus. D'un côté, les gaz et l'atmosphère, de l'autre, le terrain et la géologie. On a du temps avant que ça arrive, mais la NASA met les moyens pour faire des découvertes sur Vénus et forcément ça donne envie de savoir un peu plus. Forcément l'espace et les planètes de notre système solaire nous réservent encore beaucoup de secrets et du coup on a hâte de découvrir des trucs. Encore une fois, on a du temps, on a clairement beaucoup de temps avant que ça arrive, mais il faut aussi du temps pour créer ce genre de mission. Et encore une fois, Vénus, ce n'est pas la porte à côté. Donc, on aura des informations dans le futur, mais clairement, ça va pas avancer très rapidement. Il va falloir du temps, histoire que les équipes se préparent, qu'ils préparent leurs engins spatiaux, et ensuite que ça soit envoyé, le temps de trajet, tout ça. Mais on commence à s'y attaquer, et du coup, forcément, ça donne envie d'en savoir plus. On continue avec la partie jeux vidéo et d'abord un bon plan, un jeu gratuit si et seulement si vous avez Amazon Prime. Mais du coup, si vous avez Amazon Prime, ça fait un plus. Donc Battlefield 4 qui est offert via Prime Gaming. Il faut savoir que si vous avez Amazon Prime, vous avez Prime Gaming et que dans Prime Gaming, vous avez beaucoup de choses offertes, gratuits, que ce soit des cosmétiques payants dans certains jeux ou parfois des jeux entiers, comme ici
Battlefield 4. Du coup, pour récupérer ce Battlefield 4, il vous faut Prime Gaming. Mais une fois que vous l'avez récupéré, et du coup il a été ajouté sur votre compte Origin, même si vous n'avez plus votre abonnement Prime Gaming, vous gardez le jeu, donc c'est intéressant tout de même de le récupérer, on sait jamais. Effectivement, c'est pas un jeu très récent, mais c'est un très bon jeu, c'est un très bon FPS qui commence à dater un petit peu, mais qui a toujours pas mal de potentiel. Et c'est gratuit si vous avez Amazon Prime, donc voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas, c'est toujours ça de plus. Et une fois que vous l'avez récupéré, il est à vous. Donc plutôt intéressant tout de même. Encore une fois, si vous avez Amazon Prime, allez voir de temps en temps les petits trucs offerts. Il y a souvent des trucs intéressants sur différents jeux ou des jeux offerts. Donc n'hésitez pas, ce serait quand même dommage de se priver de trucs gratos. Dernière partie jeux vidéo, et là, bah, c'est moins bien qu'un bon plan forcément. On va parler du futur God of War Ragnarok et de Gran Turismo 7, le futur Gran Turismo. Et déjà, on apprend que tout ça est repoussé. On s'attendait à... Enfin, on avait eu un teasing l'année dernière sur le futur God of War qui devait arriver cette année. Il est repoussé à l'année prochaine, sans date plus précise. Hein. Vraiment, on nous dit juste 2022. Un peu dommage. Beaucoup de gens attendent ce titre, forcément après avoir fait le dernier God of War, qui pour le coup est vraiment un très très bon jeu, même s'il tourne sur PS4, qui n'est pas forcément une console très puissante, surtout la PS4 standard. Ça reste un très très bon jeu. Personnellement, je l'ai fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce titre. J'ai vraiment poncé le jeu et que du bonheur. Donc forcément, le futur God of War m'intéresse beaucoup. Un peu déçu qu'il soit repoussé. Mais c'est pas la seule nouvelle. L'autre nouvelle, en plus du report, c'est qu'il sortira en même temps sur PS5 et en même temps sur PS4, ce qui veut dire que le jeu ne sera pas développé uniquement pour la console dernière génération, et encore une fois, il pourra difficilement tirer le plein potentiel de cette nouvelle console, qui pour le coup est quand même plutôt puissante, et permet en théorie d'avoir des graphismes très très beaux, vu qu'on garde le souci de compatibilité avec les consoles d'ancienne génération. Donc forcément, une déception assez grande, surtout pour les possesseurs de consoles nouvelle génération, ce qui n'est pas mon cas. Mais pour eux qui ont investi, déjà qui ont eu la chance de pouvoir en acheter une, et en plus qui ont quand même investi 500 € pour avoir cette console, et bah oui, vous pourrez jouer, heureusement, vous pourrez jouer au futur God of War sur les nouvelles consoles, mais encore une fois, sans avoir vraiment cet attrait des nouvelles consoles qui permettent normalement d'avoir des graphismes bien plus beaux. Ça reste problématique cette histoire de compatibilité. Il faut dire aussi que beaucoup de gens n'ont soit pas voulu, soit pas pu encore passer à la nouvelle génération. Il existe encore beaucoup de gens qui sont restés sur PS4. Encore une fois, soit parce que c'est compliqué d'acheter une PS5, soit parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ça coûte trop cher pour l'instant, qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Et effectivement, on peut aussi se poser la question de l'intérêt encore à l'heure actuelle, vu qu'on n'a pas vraiment de titre qui déjà est exclusif sur ces nouvelles consoles et qui sont conçus, sont développés pour ces nouvelles consoles, donc optimisés pour. C'est forcément très dommage. Et on attend vraiment avec impatience ces jeux qui seront totalement optimisés pour ce nouveau hardware qui est vendu comme ultra puissant par rapport à l'ancienne génération. Et oui, effectivement, le gain de puissance entre même la PS4 Pro et la PS5 est réel. Donc il faudra attendre un peu, malheureusement. On continue avec du super calculateur.
Bon, en vrai, pas beaucoup d'intérêt à à cette news, mais ça me faisait bien rire de voir ce qu'on met dans un supercalculateur pour appeler ça un supercalculateur. Bon, ici, pas moins de 6159 GPU NVIDIA A100. Le GPU NVIDIA A100, c'est pas une carte graphique comme une 3090 ou ce genre de truc, hein. C'est un truc professionnel, fait plus pour l'intelligence artificielle qu'autre chose. Petit exemple, on a 80 Go de mémoire dédiée sur ces NVIDIA A100. Mémoire en HBM2, donc des mémoires très très performantes. Mais aussi 1536 processeurs EPYC. Alors EPYC 7763. Voilà, hein, c'est des petits processeurs à 64 cœurs seulement. Donc voilà un monstre de puissance. Regardez à quoi ça ressemble. Il s'appelle le Perlmutter. Visiblement, je ne connaissais pas, j'ai un peu gagné en connaissance grâce à cette news. C'est une personne qui a gagné le prix Nobel de physique. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, c'est écrit quelque part, je vais retrouver. Donc voilà, couronné du prix Nobel de physique en 2011 pour ses découvertes sur l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, un crack, forcément. Pourquoi on utilise ce nom? Parce que le premier objectif de ce super calculateur, c'est de faire une carte en 3D de l'univers. Voilà, seulement ça, juste une carte en 3D de l'univers. Bon, il va être utilisé pour d'autres trucs aussi. On explique qu'on va pouvoir faire des simulations, par exemple sur des batteries, en prenant en compte tous les atomes de tous les composants, ce qui à l'heure actuelle n'est pas possible parce qu'on manque de puissance. Donc on fait des simulations simplifiées. Là, on pourrait potentiellement voilà, simuler au plus près du réel en prenant vraiment tout en compte. Mais bon, vous voyez un peu ce qu'il faut pour arriver à effectuer ce genre de simulation ou effectuer une carte 3D de l'univers. On demande des puissances extraordinaires et ici, visiblement, ce serait, en tout cas pour le moment, le plus puissant ou un des plus puissants supercalculateurs du monde, ni plus ni moins. C'est impressionnant, hein, forcément. Et en plus, on nous indique que ce n'est que la première étape. On va rajouter du matériel petit à petit pour l'upgrade tranquillement. Alors du matériel voilà, à base de centaines de processeurs EPYC 64 cœurs et de montagnes de mémoire dédiée. Ça risque, ça risque de servir pour le futur. On a toujours plus besoin de puissance de calcul pour effectuer des trucs toujours plus compliqués. Et malheureusement, à l'heure actuelle, le seul moyen qu'on a trouvé pour augmenter notre puissance de calcul, c'est de multiplier le matériel, seul moyen. Tant qu'on n'aura pas d'ordinateur quantique, on sera obligé voilà, d'avoir des salles comme ça, remplies d'armoires de matériel qui valent une blinde pour atteindre des performances, par exemple 60 pétaflops. Donc j'imagine que vous vous rendez pas compte de ce à quoi ça correspond. Et en vrai, moi non plus. C'est juste immense. Tout ça supporté bien sûr par, d'un côté, AMD avec sa partie processeur et de l'autre côté, Nvidia avec sa partie carte graphique. On passe aux souris et cette souris Glorious qui nous dévoile la Model D Wireless. Glorious qui sont très réputés dans les souris légères. Ces fameuses souris avec des trous. Et oui, ici on a un peu un refresh de la Model D qui existait déjà, mais en version sans fil. Et honnêtement, on se moque pas de vous. Alors oui, elle est un peu plus lourde, forcément, mais vraiment pas beaucoup. YoKitCache, vraiment vraiment pas beaucoup. Et en plus, on garde forcément, on est chez Glorious, hein, on fait des souris gaming, haute performance compétitive, tout ça. Vous êtes au top en termes de caractéristiques techniques. Vous avez une très bonne autonomie de 71 heures, ce qui est quand même plutôt bien. Et surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que on est à 69 grammes seulement sur une souris sans fil. À noter que le modèle filaire pèse, lui, seulement 1 gramme de moins, tout de même.
J'imagine qu'ils sont allés grappiller un peu de poids où ils pouvaient pour atteindre ce poids de 69 grammes, parce que j'imagine bien que la batterie ne fait pas 1 gramme, hein, clairement, ou alors ce serait du jamais vu. Donc vraiment impressionnant. Après, on est dans le haut de gamme, donc forcément, on est à 80 $. N'oubliez pas, quand on annonce un prix en dollars, on n'a pas les taxes, donc vous rajoutez à ça 20% de TVA, en gros, et ça vous donne à peu près le prix que vous pourrez l'acheter chez nous en France. C'est plutôt cher, c'est pas extrêmement cher non plus, vu le type de matériel proposé, et on coche toutes les cases de la souris gaming compétitive. Donc c'est plutôt très intéressant. Encore une fois, Glorious, c'est des boss hein, dans la souris légère. C'est leur marque de fabrique. Et par contre, il faudra ne pas avoir de problème avec les souris qui ont plein de petits trous. Ça reste une des méthodes les plus simples pour alléger un produit. Juste faire des trous dans, dans la souris. Mais une fois que vous avez passé ce problème de trous, on est clairement sur du très très bon matériel. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, parfois, l'autre problème de Glorious, c'est la quantité. Ils sont pas trop dans la production en masse. C'est pas trop leur truc. Donc on peut avoir parfois des problèmes pour trouver leur souris. Mais si vous les trouvez, vous pouvez y aller clairement les yeux fermés. On continue avec du matériel dédié pour le Chia, et c'est pas le premier matériel dédié pour le Chia, hein. Franchement, le Chia, c'est vraiment à surveiller parce que ça a l'air d'inspirer beaucoup de gens, en tout cas. Beaucoup de marques, ils voient un intérêt et du coup développent du matériel pour. On avait vu, par exemple, des SSD avec des durées de vie bien plus importantes que ce qu'on trouve sur les SSD standards, parce que des gens se sont rendus compte que si on utilise du SSD standard pour miner du Chia, votre SSD meurt très rapidement, et c'est quand même assez triste de voir son matériel mourir très rapidement. Ici, on n'est pas directement sur du stockage, on est sur un boîtier qui met l'accent sur les places disponibles pour mettre des disques durs. Et effectivement, on a un peu l'impression de remonter le temps avec ces boîtiers qui ont juste 14 places pour des disques durs standards, plus 2 platines pour des SSD. Voilà, si vous avez besoin d'un boîtier pour mettre des disques durs, j'ai envie de dire difficile de trouver mieux que ça. Là, clairement, on a 14 disques durs 3,5 pouces possibles, plus 2 emplacements 2,5. C'est plutôt énorme. Après, c'est pas pour tout le monde. Et on n'a pas non plus trop d'informations sur quand va sortir ce produit. Mais effectivement, les mineurs de Chia vont, à mon avis, vite trouver un intérêt. Ça, plus la carte mère qu'on avait vue où il y avait des ports à l'infini, ça peut vous régaler, hein. Ça peut vous régaler. Vous pourrez probablement miner un paquet de Chia. Après, est-ce que ça va coûter cher? On n'en sait rien. Pour l'instant, on peut dire que le Chia est quand même plutôt pas réservé, mais plus plébiscité en Asie que chez nous. Pas trop encore arrivé chez nous. Et d'un autre côté, heureusement, parce que sinon les prix de nos supports de stockage vont grimper en flèche. Mais c'est intéressant de voir que les marques essayent d'innover en fonction de ce qui se passe dans la technologie. Et en vrai, je trouve ça intéressant, même si on n'est effectivement pas sur une vraie révolution. On a juste fait un boîtier avec plein d'emplacements pour des disques. Je trouve ça quand même marrant. 14 disques durs, hein, quand même. Donc c'est la marque First Player qui nous présente ça. C'est du teasing hein, pour l'instant. On peut pas l'acheter, en tout cas pas chez nous. Peut-être qu'en Asie, peut-être, mais pas chez nous. On continue sur le support de stockage. Et oui, mais là on parle de quelque chose qui est pour le futur. Clairement, même si vous arrivez à mettre la main dessus pour l'instant, ça ne vous servira pas à grand chose. On parle des SSD NVMe PCI Express 5.0 avec des débits juste hallucinants.
jusqu'à 14 gigas par seconde en lecture, et on nous parle de 9 gigas en écriture. Bon, juste ouf, hein. En vrai, là où aujourd'hui sur les plus performants, on est plus aux alentours de 7000, donc 7 gigas. Là, on nous parle de 2 fois plus en lecture et, quasiment 1 fois et demie de plus en écriture. C'est plutôt très très propre, même si pour l'instant le PCI Express 5.0 n'est pas disponible, donc il faudra attendre la fin d'année pour avoir les premiers matériels, que ce soit processeur et carte mère, compatibles PCI Express 5.0. Ça nous promet quand même du beau dans le futur sur les SSD et au niveau des débits. Après, d'un autre côté, qui a vraiment besoin d'aussi grand débit sur du support de stockage, à part quelques personnes pour une utilisation professionnelle très spécifique. Sinon, en vrai, déjà, quand on a 3 gigas de débit, que ce soit lecture-écriture, c'est déjà très très bien pour le commun des mortels. Si on est quand même largement plus, j'ai vraiment hâte de voir les premières cartes mères et les premiers processeurs compatibles avec le PCI Express 5.0, et aussi voir comment les marques utilisent ce nouveau standard du PCI pour notre utilisation du quotidien. Parce qu'encore une fois, peu de gens ont besoin de 14 gigas en débit de lecture sur un SSD. Mais il y a d'autres points où on peut y trouver de l'intérêt, notamment sur des cartes graphiques, sur pourquoi pas des cartes réseau, tout ça. Et aussi imaginer un monde où vous mettez des SSD NVMe PCI Express 5.0 en RAID. Imaginez un peu les débits qu'on va pouvoir atteindre, assez incroyable. Tout ça, ça arrivera normalement fin d'année. Et vraiment, la fin d'année nous réserve des belles choses. On continue avec du processeur et Intel. Intel qui nous a forcément tous un peu déçus avec sa 11e génération. Là, on utilise la 12e, et la 12e promet beaucoup, voire énormément. Déjà, passage en 10 nanomètres pour les processeurs de bureau, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle sur les processeurs de bureau. Ils ont fait le choix de le faire que sur certains processeurs mobiles. Donc déjà ça. Ensuite, changement de type d'architecture avec cette fameuse architecture Big Little composée de différents cœurs, soit dédiés aux performances, soit dédiés à l'économie d'énergie. Ça aussi, on attend beaucoup, un peu à l'image de ce que fait Apple avec ses puces maison. On a vu que chez Apple, ça marche plutôt bien. Donc on se dit que si Intel fait bien les choses, il y a moyen d'être agréablement surpris. On parle du coup de processeurs qui iraient jusqu'à 16 cœurs, vu que certains sont dédiés à l'économie d'énergie. On va pas avoir 16 cœurs performance non plus, faut pas déconner. On serait plus sur des processeurs de bureau classiques, hein. On serait plus sur des processeurs pro. On sait aussi, et ça c'est un peu moins sympa, mais qu'on va devoir changer carte mère forcément parce que nouveau chipset, nouveau socket. Ça, on le sait, c'est un peu le truc dommage. Mais du coup, on apprend aussi normalement compatibilité DDR5. Donc du coup, ça nous arrange de changer de carte mère si on peut mettre des barrettes DDR5. Et peut-être aussi compatibilité PCI Express 5.0 pour du coup aller utiliser ces fameux SSD qui peuvent atteindre 14 Go de débit. Ça fait très envie. On utilise des dates, à prendre avec des pincettes, vraiment les dates. Merci Medo Bedo pour ton follow. Merci pour le soutien. Du coup, on nous dit fin octobre. On nous avait dit d'abord vers la rentrée. Ensuite, on était passé sur quelque chose de beaucoup plus vague, du genre fin d'année. Là, on nous dit fin octobre. Mais on n'est pas à l'abri que ça change. En plus, vu le contexte actuel et les soucis sur les semi-conducteurs, tout peut se passer d'ici la fin d'année.
On espère tout de même que ce sera pas trop repoussé. Et j'ai vraiment hâte de voir cette 12e génération qui s'appellera Alder Lake ou Alder Lake S. Aucune idée. Parce que, effectivement, un peu de déception sur cette 11e génération d'Intel, alors que j'aime beaucoup Intel et que j'ai longtemps eu des processeurs Intel. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, mais j'ai longtemps eu des processeurs Intel et jusqu'à cette dernière génération, j'ai toujours trouvé le matériel Intel très, très bon, très performant. On peut toujours chipoter qui est le meilleur, mais c'était du très bon matos. Ça l'est un peu moins sur cette 11e génération, malheureusement. Fin d'année, on verra ça. On passe aux cartes graphiques. Et là, petite douille de AMD avec son FSR. FSR qui est le Fidelity FX Super Resolution, ce qui est censé concurrencer le DLSS d'NVIDIA, sauf que ce FSR ne repose pas sur du matériel dédié, et c'est ça peut-être son plus gros atout. Après, on imagine qu'il sera probablement moins performant que le DLSS qui lui repose sur du matériel dédié forcément. Et en plus, on sait que NVIDIA a dû peaufiner sa technologie du DLSS avant d'arriver à quelque chose de vraiment monstrueux. La première itération n'était pas totalement aboutie. Ici, AMD, il faudra essayer pour voir, de toute façon. Et du coup, la petite douille, c'est que après nous avoir montré pendant leur conférence ce FSR qui tournait sur une 1060 de NVIDIA, tout le monde s'attendait du coup à une compatibilité totale avec les cartes NVIDIA, surtout avec les cartes qui ne sont pas RTX et qui du coup ne disposent pas du DLSS, parce qu'il faut une carte RTX pour avoir le DLSS. Si vous avez une carte RTX, vous avez le DLSS et ce sera probablement mieux que le FSR, surtout dans sa première itération. Il faut un petit pas en arrière en indiquant que oui, ils ont montré que ça tournait sur une 1060, mais que eux ne feront rien pour développer ce FSR sur les cartes NVIDIA, que si NVIDIA veut avoir cette compatibilité, c'est à eux de développer la solution. Et là, du coup, petite douille quand même. J'avoue que moi, j'étais impatient de tester ce FSR, vu que j'ai une carte NVIDIA qui n'est pas RTX. Du coup, il y a moyen que ça n'arrive jamais. Faudra voir si NVIDIA fait le choix de développer ce FSR sur ses cartes. C'est probable qu'ils fassent le choix de ne pas développer le FSR sur leurs cartes, vu que sur leurs dernières cartes, par exemple les séries 30, elles sont toutes RTX. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment investir de l'argent, du temps et des moyens humains pour développer une technologie qui sera compatible et utilisée seulement sur des anciennes versions de leurs produits? Ça, ce sera le choix de NVIDIA, mais en tout cas, c'est pas sûr que ça soit une priorité pour eux, malheureusement. Et j'avoue que petite déception là-dessus. Après, vu qu'AMD a dit qu'ils allaient rendre ça open source, peut-être que des gens vont s'attaquer à ça sans être des gens qui travaillent pour NVIDIA et du coup trouvent un moyen de rendre cette solution compatible avec un maximum de matériel, dont les cartes GeForce NVIDIA, celles qui ne sont pas RTX. Je l'espère, mais c'est pas gagné. Et vraiment, plus grosse déception du jour après la sortie des 3080 Ti, forcément, dont on parlera à la toute fin. On continue sur les cartes graphiques et petite rumeur qui nous est donnée par Lenovo, qui a fait fuiter des fiches techniques de futurs matériels, et on y voit noter des 3070 Super et 3080 Super. On a vu lors de la conférence Nvidia, ils ont annoncé les 3070 Ti et 3080 Ti pour les ordinateurs de bureau, mais pas pour les ordinateurs mobiles. On nous a jamais fait mention de 3070 Ti et 3080 Ti pour des PC portables. Et du coup, il semblerait qu'il n'y en ait pas et qu'on passerait directement à une version refresh qu'on appellerait Super, comme ça a pu être le cas pour les séries 16 ou les séries 20. Ça reste
des informations à prendre avec des pincettes, clairement. Et je trouve ça un peu étonnant de pas avoir exactement la même nomenclature, que ça soit pour des cartes mobiles que pour des cartes desktop. On verra, hein, l'avenir nous le dira, mais je trouve ça un peu étonnant. Allez, on continue avec les bench des 3070 Ti. On a eu des petites infos confutées. Visiblement, certains ont déjà eu la chance de mettre la main sur ces cartes. Et premier petit bench sur Ash of the Singularity. Ça reste un outil parmi tant d'autres. Ça ne vous donne pas du tout une image précise de la performance de ces cartes, mais ça permet d'avoir un peu une performance par rapport aux autres. Et on voit que sur cet outil de benchmark, on a une 3070 Ti qui est quasiment au niveau de la 3080, pour tout de même moins cher, voire sacrément moins cher après d'avoir les prix réels. Mais la 3070 Ti est à un prix recommandé de 619 €, en tout cas pour la Founders Edition. Peu de chance de trouver des cartes custom à ce prix-là. On voit ici que sur ce benchmark, on a exactement les mêmes scores en Full HD, donc 1080 et en 1440p, seul en 2160, donc la 4K qui n'est pas vraiment de la 4K, où là, la 3080 est un peu meilleure, mais pas de beaucoup. Ça laisse présager quand même une très très bonne carte, et si on arrive à avoir des prix corrects, c'est toujours le problème, hein, mais si on arrive à avoir des prix corrects, ce sera un des must-have pour du gaming en tout cas, clairement. Autre benchmark sur deux autres outils, donc ici OpenCL et CUDA. Vous voyez que pour CUDA, on peut tester que les cartes Nvidia, hein, parce que c'est technologie Nvidia. Et ici, on les compare pas que aux 3080, on compare aux 3090, 3080, mais aussi les cartes AMD dernière génération, 6900 XT, 6800 XT, et les cartes, une carte en tout cas Nvidia ancienne génération, ici la 2080 Ti. On compare aussi à une carte mobile, ça un peu plus compliqué, hein, de comparer des cartes de bureau et des cartes mobiles. Mais vous voyez les différences. Du coup, on voit ici que suivant les outils, on n'a pas les mêmes résultats. C'est aussi ça qu'il faut noter. Mais on voit que cette 3070 Ti est quand même assez impressionnante, hein. En vrai, les promesses sont assez énormes. Encore une fois, le plus gros problème de ces cartes, c'est les prix réels et la disponibilité. Mais honnêtement, ça me fait bien envie le jour où elles sont redevenues à des prix plus normaux. Aujourd'hui était la sortie de la 3080 Ti. En général, c'était à 15 h, en tout cas en France. Et ici, c'est marqué qu'il y a encore du stock, mais c'est faux. Moi, j'avoue que j'en ai vu déjà j'ai cherché des Founders Edition. J'en ai vu zéro, déjà. J'ai zéro en stock, mais vraiment zéro. Et pourtant, j'ai cherché à 15 h et tout, pile poil à l'heure. Pas possible d'en trouver une. Et on a du coup les prix des cartes custom. Et vous voyez que les cartes custom ici commencent à 1840 € à la place des 1200 de la Founders Edition. Ça fait quand même une sacrée hausse. Et puis bien sûr, si vous voulez mettre toujours plus cher, vous pouvez trouver des cartes qui valent 2 fois le prix de la Founders Edition. C'est quand même très rush, surtout pour des cartes qui ne sont pas en stock. C'est ça aussi qu'il faut noter, ce sont des cartes qui ne sont pas en stock. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur Top Achat avec toute la liste des 3080 Ti mise en ligne aujourd'hui. Ce qu'il faut noter, premier point, c'est qu'ici on a quand même, bon, elle n'est pas disponible et on n'a aucune information sur une future disponibilité, mais on a tout de même une carte Zotac 3080 Ti pardon, à 1200 €. Après, si personne peut jamais l'acheter, c'est facile de mettre une carte si peu chère, mais elle est quand même référencée, tout de même. Et bien sûr, on peut monter à des prix
voilà, astronomiques, hein, si on va... Là, ici, on a la seule carte qui est disponible sur plus de 15 jours. Toutes les autres sont vraiment en rupture de stock. Mais la carte les plus chères, vous voyez, hein, 2390 € avec cette PNY. Honnêtement, à 2400 €, c'est pas intéressant. À 1200, ça l'est beaucoup plus. Mais comme vous pouvez le constater ici, aucune carte disponible ce soir alors qu'elles sont sorties aujourd'hui et même pas d'informations quant à une future disponibilité à part pour du coup 2 modèles. Ici cette Evga à quasiment 2200 et du coup une autre que j'ai perdue. Mais en tout cas il y a 2 modèles qui sont soi-disant disponibles sous plus de 15 jours, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, plus de 15 jours quand même. Mais une sortie qui aura fait beaucoup de bruit, mais toujours le même problème, la disponibilité, ce qui du coup fait que les prix sont aussi élevés, malheureusement. Donc j'espère que vous n'en avez pas cherché une, parce que sinon vous êtes probablement déçus. On finit avec les cartes qu'on peut acheter avec des prix indécents. Mais aujourd'hui, une petite semi-bonne nouvelle, on a une 6700 XT encore moins chère que 950 €. Ça reste très cher, hein, c'est une carte qui a un prix public conseillé de 480, un truc comme ça, enfin un peu moins de 500 si je me souviens bien, ce qui est impossible à trouver à l'heure actuelle. Ici, on a le premier prix à 920 € sur cette carte Gigabyte qui est overclockée d'usine, hein, tout de même. Et après, on récupère celles qu'on connaît bien, les ASRock, qui vont de 950 dans la version la plus basique à 1240 pour la version la plus grande avec du RGB sur des 6700 XT. Ensuite, on a pu la 6900 XT qui était la moins chère à 1800 €. Visiblement, elle a trouvé preneur et c'était la seule carte 6900 XT à ce prix-là, toutes marques confondues, en tout cas sur Top Achat. Et on se retrouve plus qu'avec des 6900 XT à partir de 2200 pour cette Aorus et jusqu'à 2650 pour la Saphir Radeon Toxic Extreme Edition. Voilà, les saphirs là, ces deux-là sont quand même des cartes un peu spéciales, refroidissement hybride avec du coup un radiateur de 360, tout ça. Mais on a une MSI qui est pour le coup beaucoup plus classique avec ses 3 ventilateurs refroidissement par air à 2600, ce qui est très très cher. En vrai, n'achetez pas ces cartes à ce prix-là. Ce serait, sauf si vous n'avez pas d'autre solution, mais vraiment, vraiment c'est à ce prix-là, on est sur du vol, hein. On est clairement sur du vol. Mais il y en a tellement peu disponibles que pourquoi ils se priveraient d'augmenter à ce point les prix? Bah, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Beaucoup de cartes graphiques, très peu de stock disponible et des prix très élevés. C'est devenu une vraie routine pour ce point actu hardware. Mais bon, on commence à s'y faire, hein. On commence à moins pleurer des larmes de sang en voyant ces prix et ces disponibilités. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce point actu hardware, en tout cas autant que moi, et que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Et oui, demain on est vendredi. Et comme souvent, je vous invite à faire des retours. C'est ce qui m'aide le plus à progresser. Des retours constructifs par contre. Et avec de la bienveillance, c'est important. Vu que je vous le rappelle, je suis un humain et j'ai un cœur et des émotions comme tout le monde. En tout cas, merci d'avoir regardé et à demain.